Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, quels sont les freins à l'agriculteur précision? C'est la question que nous allons nous poser. En compagnie d'Alexandre Veil, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes cofondateur de Precifield. À vos côtés, Robert Dorsmagen, bonjour. Bonjour. Directeur de Orge France. Et puis, juste en face de moi, donc Thibaut Rousseau, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur technique semences de Calbe. C'est vrai que l'agriculture précision, on en parle depuis des années, je veux dire presque des décennies, et pourtant on a l'impression que ça ne va pas aussi vite que l'on aurait pu l'imaginer. Ça va peut-être pas aussi vite que ce qu'on imaginait. Effectivement, on en parlait il y a au moins 10-15 ans. Je pense que la grande différence entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui, c'est que peut-être qu'il y a 10-15 ans, les différents acteurs qui y travaillaient avaient plus une approche de recherche sur des projets très spécifiques. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même à un tournant où différents acteurs se parlent pour justement essayer de fluidifier tous les maillons de la chaîne pour que pour l'agriculteur, ce soit quelque chose de beaucoup plus facile, logique et accessible. Robert, vous partagez ? Oui, je partage complètement. C'est vrai que on voit bien que l'agriculture de précision reflète un potentiel énorme, hein. Par contre, le constat est quand même beaucoup plus mitigé. C'est vrai qu'on a malheureusement, au niveau des grandes cultures, pas du tout atteint le niveau que l'on retrouve dans l'élevage. Dans l'élevage, l'agriculture de précision, voilà, la robotisation, le 4.0, c'est quotidien. C'est quand même beaucoup plus mitigé à notre niveau, hein, au niveau des grandes cultures. Et c'est assez intéressant parce que, d'une part, on le voit matériellement, c'est-à-dire que quand on rentre dans un tracteur, parfois, pas rare de voir 3 écrans. Nos utilisateurs sont souvent agacés, des connectiques, que ce soit au niveau de l'hydraulique, que ce soit au niveau de l'électronique, ou maintenant même de la pneumatique. On n'est pas toujours, on communique pas toujours très bien. Je pense que là, il y a encore un gros effort à faire. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas encore de relation. Et ça, je reviendrai juste en Allemagne, parce qu'en Allemagne, on a quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'on a des groupes d'agriculteurs qui se comparent avec des chiffres vraiment économiques. Et il n'y a pas de corrélation entre l'investissement dans du digital ou dans de l'agriculture de précision et la rentabilité. Je pense que là, le fossé est encore un petit peu important, mais on repère bien que c'est un potentiel énorme et qu'il faut justement trouver des leviers justement pour accéder à cette rentabilité. Thibaut, pour vous, c'est important parce que vous avez du potentiel que vous vendez au travers de la génétique et souvent, il n'est pas exploité pleinement. Exactement. Quand on part sur une variété, par exemple, de maïs, elle a un potentiel initial qui va être facilement au-dessus des 200 quintaux. Et après, on va avoir différents événements climatiques qui vont impacter ce potentiel-là. Nous, dans tous les essais que l'on a pu mener, on a démontré avec des statistiques très robustes que notre modèle si on arrive du coup à positionner les semences au bon endroit, avec la bonne fertilisation, avec la bonne protection des plantes, on permet d'aller du coup et d'une accroître les rendements de façon significative. Voilà. En maïs par exemple, on parle couramment de entre 70 à 110 euros de gain pour l'agriculteur, ce qui est quand même important. Et de l'autre côté, l'optimisation des intrants et qui peut permettre aussi de répondre aux attentes d'éco-phyto, aux attentes sociétales et environnementales. Donc on voit aujourd'hui que le bénéfice dans nos essais, dans des essais en conditions agriculteurs, il est prouvé et que les agriculteurs qui ont goûté du coup sont prêts à passer un cap supérieur dans cette démarche. Alors je vais vous provoquer un peu, mais c'est vrai qu'on disait, attention, les semences ne sont pas toujours homogènes. À la fois, les semoirs, vous n'avez pas beaucoup progressé durant des décennies quand même sur la précision. Il y avait quand même du boulot à faire. Oui, c'est sûr. Mais après, les contraintes ne sont plus du tout les mêmes. On nous demande de semer assez vite. Enfin, je veux dire, donc il y a des clients qui vont plutôt être dans une optique de débit de chantier, alors qu'il y a des clients, bien évidemment, qui auront moins cette contrainte. Maintenant, on le voit. Donc c'était quand lundi en Seine-et-Marne. Il y a énormément de projets de biogaz qui s'installent. Et là, on est plutôt dans les contraintes. Je souhaite semer mon maïs derrière une cive. Là, alors c'est quasiment du semis direct. Donc on est derrière un chantier d'ensilage. On est à nouveau dans un environnement totalement différent et il faut réussir à dégager le potentiel justement avec ces contraintes. Donc je dirais que oui, peut-être que nous n'arrivons pas encore à l'excellence, mais on a fait évoluer quand même les techniques. Mais il est vrai, il nous faut quand même, je pense que le levier le plus important pour nous, c'est d'avoir déjà une semence homogène pour justement arriver déjà à la placer là où il faut, pour ensuite, évidemment, en exploiter tout son potentiel. Et si je puis me permettre, Robert, juste pour compléter, ce qui est important, je vous rejoins complètement sur la qualité et l'homogénéité des semences, mais ce qui est aussi extrêmement important, c'est la qualité du coût de l'implantation et la qualité du semis. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec les phénomènes climatiques que l'on a,
par exemple sur ce secteur du Poitou-Charentes ou du centre, en général on a une fenêtre de tir de 15 jours pour semer. Donc du coup il y a un gros débit de chantier à battre et parfois il peut y avoir un antagonisme entre vitesse de chantier et qualité de semis. Voilà. Donc avec certaines promesses de semis à très haute vitesse, etc., qui peuvent être quelque part aussi antinomiques avec la qualité espérée d'implantation. C'est vrai qu'on ne peut pas aller vite et semer précisément. Si, c'est possible. Je pense que ça le sera. Par contre, évidemment, c'est-à-dire qu'il faut savoir quelle priorité on met. Il est évident que si on sème un petit peu moins vite, la qualité du chantier n'en sera que meilleure. Mais il est tout à fait possible également d'emblaver à de grandes vitesses. Mais là, encore une fois, il faut de la semence à peu près calibrée. Il faut que nous également, on améliore encore nos semoirs. Et je pense que voilà, à l'Agritechnica, on aura également des choses à montrer. Voilà. Et on y travaille, bien évidemment. Robert, vous avez parlé d'approche holistique, d'avoir une vision complète qui mêle aussi l'agronomie. Ça tombe bien pour vous, Précifield, parce que vous agrégez de la connaissance, de la donnée. Oui, on agrège de la connaissance sur plusieurs niveaux. Nous, notre métier, c'est de faire le diagnostic de départ sur la cartographie des sols. Donc une information qui va être utilisée par différents semenciers ou agriculteurs pour justement bien positionner un hybride à une bonne densité. Maintenant, on apporte aussi sur notre plateforme des images satellites et des images rendement. Notre objectif, c'est que l'agriculteur il puisse avoir à disposition l'ensemble des images du sol, de la végétation et le résultat pour finalement être à même de faire les bons choix agronomiques. Je voudrais juste rebondir sur un des points qui était évoqué, sur le lien entre semences et semoirs. Nous, un des gros freins qui est mis en avant par nos clients, c'est tout le langage, la compatibilité, le fonctionnement des consoles. Et c'est vrai que pour nous, ça a été un gros challenge dans la création de Précifield de pouvoir proposer un outil aujourd'hui où l'agriculteur peut créer une carte et l'exporter vers toutes les consoles du marché. C'est quelque chose qui était, enfin, je pense que vous l'avez vécu aussi, une vraie question de la part des agriculteurs. Ils disaient oui, mais moi, comment je fais fonctionner une console? Quel langage elle lit? Ça, aujourd'hui, on est capable, nous et d'autres acteurs, hein, d'apporter une solution à cette thématique-là. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'une fois qu'une carte est faite, il y a encore un gros chantier pour l'intégrer dans une console et pour faire fonctionner une console. Et là, je pense qu'il y a un rôle très important à avoir aussi avec les constructeurs et puis les concessionnaires qui sont quand même les relais locaux de nos clients finaux et qui doivent être en mesure aussi de former à l'utilisation de leurs produits, de conseiller quand il manque un câble, quand il y a un code désactivé, etc. Et ça, c'est un vrai sujet. Hein. Oui, Thibaut. Oui, donc je voulais revenir sur ce point parce qu'on parle, nous par exemple, en tant que semencier, l'agronomie et la connaissance des sols, elle est du coup centrale dans cette approche parce que pour pouvoir être capable de préconiser une variété en fonction d'un type de sol et d'un environnement potentiel, il faut que l'on soit capable de connaître par variété son mode d'emploi. Et pour cela, nous par exemple, on a une 50aine de sites au niveau européen, 980 hectares d'essais, où on teste différentes densités sur nos variétés pour regarder la réponse à la densité en fonction du potentiel. Toutes ces parcelles sont au préalable cartographiées par des technologies telles que celles qu'utilise Précifield pour pouvoir faire le pont entre variété, densité et sol. Voilà. Ce que nous, on a pu se rendre compte, fort de notre expérience quand même de 5 ans sur ce sujet, c'est que le principal point faible, le maillon manquant dans cette approche globale, holistique, c'est la formation. Parce qu'aujourd'hui, trouver des conseillers capables d'apporter au niveau d'une exploitation un conseil holistique, à savoir comment je fais marcher mon semoir avec ma carte de sol, avec ma semence, aujourd'hui, ce sont des compétences nouvelles. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux que nous avons, et on doit le faire ensemble, entre des entreprises comme Précifield, comme Orch ou autres, on doit apporter une approche globale de ce marché pour être capable de proposer de la formation, pour que les agriculteurs puissent utiliser ces technologies qui sont disponibles. Mais souvent, du coup, voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre ces différents métiers. Et puis, il y a un problème d'hétérogénéité du parc de semoirs. Tout le monde n'a pas une Formule 1 du semis. Oui, après Robert, je peux vous laisser peut-être répondre à cette question, mais... Oui, Il faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste. Ça représente un coût. C'est évidemment un investissement. Et ces technologies-là, je dirais pas malheureusement, mais ce que l'on constate, c'est quand même c'est plutôt soit des entrepreneurs qui amènent une prestation en plus, une plus-value, soit alors ça c'est plutôt bien, mais plutôt des structures à taille plus importante, avec un renouvellement important, etc., et qui ont cette accessibilité que l'on retrouve moins lorsqu'on a une taille un peu plus modeste. Je suis d'accord partiellement avec vous, Robert, dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir deux types d'approches. On peut avoir une approche parcelle par parcelle, et on peut avoir une approche mètre par mètre. Nous, dans l'approche parcelle par parcelle, celle que l'on travaille chez Decalb,
Ce qu'on regarde, c'est quel est, monsieur l'agriculteur, votre type de sol principal et votre environnement de potentiel moyen sur la parcelle. Et par rapport à ça, comment est-ce que je peux adapter ma densité de semis en fonction de cette parcelle-là? Ça, n'importe quel agriculteur, sans avoir la Formule 1 du semis, du semoir, comme vous disiez, peut l'utiliser. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord On est là-dessus. tous d'accord, oui. Après, par contre, c'est sûr qu'il y a l'étape numéro 2, qui est du coup le semoir qui permet une modulation mètre par mètre. Celui-ci demande un investissement supplémentaire. Mais on peut aussi se poser la question comment sera structuré le marché demain. Ce qu'on a vu par exemple depuis les 5 dernières années, c'est que de plus en plus d'agriculteurs délèguent le chantier de semis aujourd'hui. Et les entreprises qui prennent les chantiers sont aussi les entreprises qui sont intéressées pour aller vers ces équipements de précision. Puis on parle beaucoup semis, mais la modulation, l'agriculture de précision, c'est pas que le semis. Exactement. Ça démarre par le semis. Mais La aujourd'hui, pulvérisation, oui. voilà, pulvérisation. Nous, on a des clients qui modulent des apports de phosphore, potassium, d'azote, densité de semis. Demain, sur de l'irrigation. Les cartes satellites ou autres permettent de moduler différents apports de fongies, de régulateurs. Donc c'est vrai, le parc matériel aujourd'hui n'est pas encore 100% disponible pour tout moduler. Mais nous, on voit dans nos typologies de clients 2 typologies de clients. Soit des gens qui peuvent parfois faire intervenir une ETA quand ponctuellement ils veulent moduler avec un matériel qu'ils n'ont pas. Soit des gens qui aussi vont, avec le renouvellement, qui fait que globalement, je parle sous couvert de Robert, mais que ces options aujourd'hui seront de moins en moins des options dans le futur, et ben vont y aller progressivement. On n'est pas obligé d'avoir tout le matériel pour tout moduler avant de se lancer dans ces approches-là. On arrive au terme de cette émission. L'agriculture de précision, on y croit, on fonce? Moi, je suis très enthousiaste par rapport à l'agriculture de précision. Pour l'avoir vu dans tous les projets techniques qu'on a pu mener, c'est un vrai vent de fraîcheur, en tout cas dans nos métiers, parce que ça nous oblige en fait à reconcevoir nos métiers de façon complètement différente, avec une approche beaucoup plus globale. Robert? Absolument. On est totalement convaincus. C'est un socle hyper important. Par contre, à chaque fois, il ne faut pas qu'on soit déconnecté ou qu'on mette la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quand même l'agronomie qui est en avant. Et ça, c'est l'agriculteur. Et on le voit, on a des tracteurs de plus en plus confortables, des outils de plus en plus autonomes. Mais il faut vraiment être les pieds dans le champ, regarder, prendre des Et Alexandre? J'abonde dans ce qui a été dit. Nous, on y croit énormément. Mais pour que l'agriculture de précision tienne ses promesses, pour moi, il y a 2 grands enjeux. Le premier, qui a décrit Thibaut, qui est de dire si des entreprises comme nous, qui ne sommes pas forcément habituées à travailler ensemble, ne sont pas capables de se rejoindre pour amener toute l'expertise à l'agriculteur, on aura un verrou qui ne sera pas levé. Et le deuxième point, c'est que moi, je suis persuadé que les métiers qu'on fait, j'aime pas tellement le terme outil d'aide à la décision. Pourtant, je crois que c'est ça qu'on fait. Le risque, c'est qu'on pense devenir un outil de décision à la place de l'agriculteur. Et ça, je pense que c'est la pire des erreurs. On est là que pour apporter des outils qui n'ont une valeur que si, comme disait Robert, l'agriculteur met des bottes. Exactement. Et va voir quelles sont les réalités d'une carte, d'une image, d'une qualité de semis, d'une levée, etc. Et donc, si on arrive à faire ça, je pense que, les gains économiques seront là. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des enjeux sociétaux qui sont importants. Je pense que l'agriculture de précision peut participer aussi à montrer que les usages sont raisonnés. Et voilà. Bon, merci à vous en tout cas d'avoir abordé cette question sans langue de bois. Je retiens qu'il faut travailler ensemble, des synergies, et vous en êtes l'illustration au sein de cette émission. Merci à vous.